vous sentez, c'est la reprise et ça veut dire retour des interviews sur Call Interview. Et pour ce faire, eh ben, on a Lilian Thuram, les amis, champion du monde 98, légende de la Juventus et de l'équipe de France. On va aborder plein de sujets en pagaille qui nous sont chers. Et pour l'occasion, il y a un grand merci à eSport qui nous fait confiance pour mettre en avant ce monsieur qui est devenu une icône du jeu eSport FC 25 qui sera disponible le 27 septembre prochain. Et franchement, il faut que je fasse un maximum pour aborder tout ce qu'on peut dans ce créneau de 30 minutes qui nous est réservé. Je vous laisse, je suis déjà en retard, il faut que j'aille sur Paris préparer le setup de l'interview. J'ai plein de choses à faire et j'ai pas envie de rater la moindre seconde avec lui. C'est parti, on se retrouve là-bas les amis. Ça y est, je suis arrivé les gars. Bon, on est devant le studio, je suis à Paris. J'ai la pression, on va aborder plein de sujets fous avec Lilian Thuram. J'ai les mains qui tremblent, je vous jure, c'est un truc de fou. Je réalise un rêve de gosse. Allez, venez avec moi, on y va, c'est parti. Comment vous allez aujourd'hui alors? Je vous reçois bien, très bien. Je suis très content de vous recevoir, c'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Très bien. Petit message à mon papa d'ailleurs, parce que c'est voilà, pas mon papa. il s'appelle René. René, vous pouvez être fier de votre fils, René. Et maman? Miguel. Miguel, Ouais. vous aussi, parce que parfois on oublie les mamans, Oh, faut faire oui, attention. Jamais. Voilà. Jamais. Donc des gros bisous, vous inquiétez pas, je suis attentif à ce qui va se passer là. C'est parti. Je vais arrêter de vous embêter avec des bêtises comme ça. Mais on parle d'icône. On est dans le lancement du nouveau jeu IEFC 25 et vous faites partie des icônes de ce jeu-là, des cartes icônes de ce jeu-là. Est-ce que vous avez vu votre carte déjà? Est-ce que j'ai vu la carte? Oui, je crois que j'ai vu la carte. Est-ce que vous avez vu les statistiques qui vous ont Ah attribué? non, alors ça pas du tout. C'est vrai, pas du Non. tout. Ah bah c'est super parce que je vais avoir droit à une réaction en live très sincère. Tenez, regardez ça. Vous me dites s'il y a des terminologies que vous comprenez pas là-dedans. Alors pour vous dire la vérité, je ça ne suis, vous parle pas. je suis pas C'est spécialiste vrai en fait des chiffres. D'accord. Dernièrement, je crois que c'est hier, il y a un jeune garçon qui m'a dit on vous a donné 88 ou 90. 88 en vitesse, vous avez. Ou 90 en défense, regarde. Voilà. C'est pas mal. Et donc, Sur 100. franchement, je sais pas. C'est-à-dire, et 88, là, c'est quoi? C'est votre note globale. Voilà, donc... C'est pas mal. Sincèrement? Ah si, moi je vous le dis. alors, pour dire la vérité, je ne sais pas. C'est vrai? Non, je ne sais pas. D'accord. Alors Parce moi, qu'en fait, l'idée, c'est pas la note, en fait, pour moi. C'est le fait qu'on puisse jouer avec l'ancien joueur de foot, en fait. ça c'est déjà un très beau Voilà, privilège. c'est ça. Moi, je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'a choqué. Dites-moi. En frappe, on vous a mis 58 sur 100. 58 sur 100? Ouais. Ben, je frappe jamais. Oh, vous avez frappé 2 fois quand même. Oui, mais en règle générale... Ah, mais c'est un super ratio. Si ces 2 frappes-là, ça fait but à chaque fois. Et Mais que... c'est vrai. Bah, moi, je trouve que c'est Mais un c'est là petit qu'on scandale. voit l'intelligence. Je trouve que c'est un petit scandale. Ouais. À vous de voir après. Non, sincèrement, je pense que il faut pas. En fait, moi, je suis pas de cette génération qui va surréagir sur les notes qu'on peut ou non vous donner. Vous faites bien. Alors, je vais vous parler de quelque chose Ouais. qui va être un peu plus facile pour vous en termes de sujet, en termes de qui va en tout cas plus vous toucher. Vous avez construit votre image d'icône dans la société française. Je parle de foot en 98, mais pas que, via le racisme, via toutes ces thématiques un peu sensibles en France. Est-ce que le fait d'être icône dans le monde du foot, ça a une vraie valeur à vos yeux? Ou est-ce que c'est simplement un aléa qui va et vient avec la célébrité? Bah, en fait, ça dépend tout d'abord qui vous positionne en tant qu'icône et pourquoi on vous positionne en tant qu'icône. C'est-à-dire que il y a notamment les jeunes générations de footballeurs, peut-être qu'ils connaissent pas ma carrière. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils vont pas, qu'on va leur dire citez-moi des icônes du foot. Peut-être qu'ils vont pas me citer. Mais c'est pas bien grave en fait. Non. Si des gens de ma génération me citent en tant qu'icône, ça veut dire que dans leur jeunesse, ils ont regardé des matchs, ils se sont dit tiens, ah ouais, lui il était fort. Donc ça a une valeur. Ça veut dire que vous avez marqué votre génération. Après, s'ils vous positionnent comme icône, comme étant quelqu'un qui sort du cadre du foot, là aussi, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Oui, c'est vrai. Voilà. Vrai, donc en fait, en fonction de la personne. être icône quelque part, c'est qui vous place comme icône. Ou Ok, pas, voilà. d'accord. Voilà. Je comprends. Je Voilà. comprends. Alors, je vais m'intéresser à votre évaluation à vous, Ouais. votre jugement à vous pour les icônes. Dans ce jeu, notamment, je fais référence à ce jeu parce que c'est grâce à eSport qu'on est réunis aujourd'hui, mais à vos côtés, il y a Gianluigi Buffon, Gareth Bale, Lothar Schelling,
dans le monde du football féminin, et Marinette Pichon. On parle de grands noms. Dites-moi, vous avez côtoyé Gigi Buffon longtemps, que ce soit à Parme ou à la Juventus. Vous avez une anecdote qui fait que pour vous, il résonne comme une icône ou pas? Alors, l'icône du foot, Gigi Buffon, ouais, bien évidemment. À quoi vous pensez quand vous pensez en icône? Moi, je pense que le foot, c'est avant tout des émotions. D'accord? Nous sommes avant tout des êtres d'émotions. Très souvent, on pense que nous sommes des êtres de raison. En fait, on fonctionne à travers nos émotions. Ouais. Et je pense que Gigi Buffon, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup d'émotions aux joueurs, parce que moi, je joue avec lui. Donc, ça veut dire que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match, on se dit, mais attends, mais il est trop fort, c'est incroyable, c'est Superman. Et je dois avouer que moi, j'étais défenseur central. Ça veut dire que derrière moi, il y avait Gigi Buffon, dont je sais à quel point il est fort. Okay. Parce qu'en fait, quand vous êtes défenseur central, ben, vous vous trompez. Mais parfois, on ne sait pas que vous vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que le gardien a arrêté l'action. Ouais. Et donc, quand j'étais à l'entraînement, ce qui me marquait, c'est sourire. C'est le fait qu'il était toujours heureux d'être là. Et surtout, en fait, il est en capacité de défier les attaquants. Parce que, par exemple, en fin d'entraînement, il y avait toujours les attaquants qui restaient tirés. Et les attaquants, ils disaient, bon, écoute, on t'en met 5 minimum aujourd'hui. Okay. Par exemple, il y a 5-6 tireurs sur plein de frappes. Et lui, il disait, aujourd'hui, je pense que vous allez en marquer 0. D'accord. 0. D'accord. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, et les mecs ne marquaient pas de but, en fait. Parce que lui, il avait décidé, c'était 0. Ouais. Et c'est toujours le plaisir de faire ce qu'il aime. Et moi, pour moi, c'est ça. Et je pense que les icônes, c'est aussi ceux qui gardent ce sentiment du foot qui est un plaisir. Et ce plaisir, c'est ce plaisir que nous avions lorsque nous étions enfants. Ouais. C'est-à-dire que tous les enfants du monde aiment le foot parce que c'est le truc le plus merveilleux. C'est-à-dire, tu prépares ton sac le samedi matin, tu es là, tu vas jouer avec tes copains. Et Gigi Buffon, lorsqu'il était à l'entraînement, lorsqu'on allait en match, en fait, c'est ce qu'il dégageait, en fait, ce plaisir de toujours se transcender. Et j'ai cette image, je crois qu'on jouait contre l'Inter de Milan, je crois. Et je crois qu'il y a eu un penalty. Et je crois qu'il arrête le penalty. Et en fait, en arrêtant le penalty, il se retourne vers nos supporters et il lève les bras comme ça, mais le match continue en fait, parce que le ballon il n'est pas sorti. D'accord. Le plaisir. Voilà. Et surtout se transcender. Ouais. Et c'est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Et puis c'est un super coéquipier et c'est un gardien extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Vous parlez de cette innocence-là quand j'étais très jeune, mais je me suis replongé dans les souvenirs de 98, ce que vous dégagiez quand vous étiez sur le terrain, parce que j'étais trop jeune pour même prendre la mesure de ce que ça représentait à l'époque. Je n'avais que 98, j'avais 7 ans, donc il a fallu que plus vieux, un petit peu, je me replonge dedans. Et je vous avoue que j'ai senti ce plaisir-là, cette innocence presque d'enfants qui jouent sur un terrain de football, qui représentent leur pays. Voilà, j'ai senti ça. Je la ressens un peu moins dans le foot d'aujourd'hui, où je trouve que tout est un peu plus calculé, un peu plus anticipé. Mais on a entendu un peu tout et son contraire sur la façon de digérer cet événement qui était 98, que ce soit pour la société française, pour vous en tant que nouvelle célébrité aussi du foot français. Je vous ai jamais entendu en parler, vous. Comment vous l'avez vécu l'après 98? Est-ce que vous avez toujours cette innocence du foot, du plaisir du foot? Ou est-ce que vous l'avez perdu? Bah écoutez, si quelqu'un perd le plaisir du foot, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que vous jouez au foot parce que vous aimez le foot. C'est quand même incroyable qu'on puisse vous payer pour jouer au foot. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, oui. Non, c'est un rêve. Ah oui, c'est un rêve. On est d'accord. On est d'accord. J'ai essayé, ça n'a pas marché, moi. On dit jouer au foot. Ouais, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste incroyable. Ouais. Donc, en fait, avoir gagné la Coupe du Monde, au contraire, ça a décuplé le plaisir du foot. C'est-à-dire que vous êtes né en Guadeloupe, vous êtes un enfant d'Anse Bertrand,
vous jouez au foot, sans savoir que c'était un métier, d'ailleurs qu'on pouvait devenir professionnel, parce que quand vous êtes authentique, Oui. il n'y a pas beaucoup de télé, vous jouez au foot parce que vous aimez ça. Un beau jour, vous devenez professionnel, et un beau jour, vous gagnez la Coupe du Monde. Je veux dire, tous les enfants du monde ont rêvé de gagner la Coupe du Monde dans un bac à sable. Ouais. Ok. Et moi, je faisais partie de ceux que tant que j'avais pas gagné, on recommençait. Ouais. Bien évidemment. Ouais, bien sûr. Et donc, quand j'avais gagné, on arrêtait. Ouais. Parce que bon, il fallait. Évidemment. Voilà. Et donc, vous gagnez la vraie Coupe du Monde devant votre famille, devant vos amis. Donc, en fait, ça décuple l'amour du foot. Ouais. Donc, après 98, j'aimais encore plus le foot. D'accord. Bah oui. Et donc, non, moi, franchement, j'ai toujours, même encore aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes, parfois, doutent de mon amour du foot, parce que j'en parle pas beaucoup du foot. C'est pour ça que ça m'interpelle, Mais moi, j'adore le foot, bien évidemment. D'accord. C'est le plus beau métier du monde, parce qu'encore une fois, c'est pas vraiment un métier. Non, moi, je pense que le bonheur, c'est voir un enfant jouer au foot seul, avec un ballon. Voilà. C'est vrai. C'est ça le bonheur. Je suis d'accord avec vous. Et donc, ouais, j'adore le foot. Et après 98, c'était juste incroyable. Et surtout, après 98, c'est juste incroyable l'amour qu'on a reçu. Vous imaginez recevoir autant d'amour? Non, j'imagine pas encore, non. Ben voilà. Donc, ça veut dire que le rêve de tout un chacun, c'est quoi? C'est recevoir de l'amour, non? Et donc, quand vous recevez autant d'amour, c'est quelque chose qui vous marque à vie, encore aujourd'hui. Donc, non, voilà. Vous êtes d'une pudeur rare dans le monde du football, surtout avec cette stature de champion du monde, de personnes, de célébrités. Il y a toujours aujourd'hui beaucoup d'interviews ou de façons de s'exprimer sur ses émotions, ses sentiments. Vous avez une certaine pudeur. Vous voyez, là, par exemple, on vient de parler du fait de l'après-Coupe du Monde, comment vous l'avez vécu. Je peux compter sur les doigts de la main le nombre de fois où je vous ai entendu en parler. L'autre sujet pour lequel vous faites partie des icônes, c'est la lutte contre le racisme, qui est, vous le comprenez, un sujet qui est très cher. À quel moment est-ce que vous prenez conscience ou est-ce que vous avez la motivation, vous personnellement, de vous engager dans cette lutte-là? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a déclenché ça? Est-ce que c'est simplement une valeur d'éducation que vos parents vous ont transmis? Qu'est-ce qui a été déclencheur dans votre esprit? Bon, je dirais que c'est l'histoire d'une vie, c'est-à-dire qu'en règle générale, lorsque vous êtes une personne dite de couleur noire, vous avez conscience de certaines injustices, vous avez conscience de certaines violences. Donc, lorsque j'ai grandi, j'ai pu constater, j'ai commencé à me poser des questions, et donc il fallait se défendre. Donc, pour apprendre à me défendre, c'est comprendre l'histoire du racisme déjà, d'où ça vient, pourquoi ça existe. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des livres qui m'ont donné à comprendre le mécanisme du racisme, et surtout, j'ai aussi appris à comprendre l'histoire des luttes contre le racisme. Et donc, même si j'avais pas été joueur de foot, c'est quelque chose dont j'étais conscient. Et après, le fait d'être joueur de foot, on a commencé à me poser des questions. Donc, j'ai commencé à répondre. Et j'ai compris aussi à travers, par exemple, l'image de sportifs, notamment nord-américains, qu'on pouvait se servir de sa notoriété pour questionner la société. Et moi, il y a, par exemple, quelqu'un comme Mohamed Ali, qui m'a beaucoup aidé, que j'ai compris qu'effectivement, lorsque vous étiez une personne noire, vous n'avez pas d'autre choix, en fait, que de rendre la société meilleure. Voilà. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une personne noire, ben, vous comprenez certaines choses qui sont injustes, et pour moi, vous n'avez pas d'autre choix, en fait, d'intervenir. C'est exactement une responsabilité. En fait, c'est pas une responsabilité, vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous devez faire en sorte que la société s'améliore. Pour vous, pour vos parents, pour vos amis, pour vos enfants lorsque vous êtes père ou vous êtes mère. C'est exactement la même chose lorsque vous êtes une femme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une femme et que vous êtes consciente des injustices qui existent entre les hommes et les femmes, ben vous n'avez pas d'autre choix de vouloir plus d'égalité. Et donc, pour moi, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'avez pas eu d'événement concret que vous avez subi, que ce soit dans le monde du foot ou autre, qui a motivé cette envie? Mais c'est pas simplement dans le monde du foot, en fait. C'est pour ça que je dis que
j'ai pas attendu de jouer au foot ou d'être professionnel pour analyser la société dans laquelle je vis. Je dirais s'il y a quelque chose qui a été impactant, c'est que très souvent, vous subissez le racisme à travers un traumatisme. Ça veut dire que lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire que je suis né en Guadeloupe, je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans de mémoire, et c'est à l'âge de 9 ans, dans cette classe de CM2, où des enfants m'ont insulté de sale noire. Et en fait, j'ai pas compris. Je suis rentré à la maison, j'ai demandé des explications à ma mère, qui m'a pas donné des explications que je pouvais comprendre, parce qu'elle-même, je pense, n'avait jamais réfléchi au pourquoi du racisme. Et elle m'a dit, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça va pas changer. Et donc, c'est comme ça, et les choses ne vont pas changer. En fait, quand vous êtes enfant, ben en fait, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire pourquoi en fait ils m'insultent de sale noir? Pourquoi en fait ils m'infériorisent? Donc ça veut dire que eux ils se pensent mieux parce qu'ils sont blancs. Mais en fait, d'où ça vient? Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis posé des questions et j'ai eu la chance, encore une fois, de rencontrer des hommes, des femmes, que ce soit dans des livres, dans des documentaires qui m'ont donné à comprendre le mécanisme. Et à partir du moment où vous comprenez les mécanismes, déjà vous comprenez que c'est pas vous le problème. En fait, ce sont les racistes qui ont un problème, pas vous. Mais par contre, vous comprenez que le racisme est lié à une histoire d'éducation et qu'on reproduit ces schémas. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que les personnes qui subissent le racisme peuvent intégrer un discours raciste vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ils peuvent avoir des complexes d'infériorité. Et notamment, nous qui sommes d'origine antillaise, c'est une société qui s'est construite sur le racisme, qui s'est construite sur le code noir, par exemple. Et donc, ce qui explique aussi nos sociétés. Donc, il faut apprendre à connaître ces histoires-là pour pouvoir justement les analyser et pour pouvoir les dépasser. Et surtout, faire très attention parce que, en règle générale, lorsque vous dénoncez les injustices, on finit par vous renvoyer l'idée que s'il y a un problème, c'est que vous le posez le problème. Et donc il faut savoir que ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que lorsque les personnes m'interpellent en disant oui, mais qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, en fait, depuis la nuit des temps, on essaie de dire à ceux qui veulent plus de justice, en fait, que c'est eux qui créent les problèmes. Voilà. Quand je vous ai vu tout au long de votre carrière, et là, je comprends un peu mieux le mécanisme que vous mettez en place. C'est-à-dire que souvent, le fait que vous pointiez du doigt le racisme, on vous disait que c'était vous qui étiez un problème. Je l'ai entendu très souvent, ça. J'allais vous poser la question, comment vous réagissiez à ça? Mais vous avez déjà très bien répondu à ma question. Alors, je vais vous poser une autre question, parce que j'ai pas la chance de vous croiser tous les jours. Je ne sais jamais, à travers vos interviews, vos déclarations, comment vous vivez les moments d'adversité. C'est ce qui me passionne, c'est pour ça notamment que je fais cette émission, pour qu'on comprenne que les champions, les grands athlètes ou les champions en tout genre, que ce soit à travers la société ou autre, n'ont pas des choses faciles, ne vivent pas que des choses faciles, mais savent aller au-delà de l'obstacle. J'aimerais savoir comment vous allez au-delà de l'obstacle. Quand vous passez de l'AS Monaco à Parme, quand vous passez de Parme à la Juventus, et ainsi de suite, vers Barcelone, quelle a été la plus grosse adversité que vous avez dû affronter dans votre carrière et qui vous a demandé le plus d'efforts? Je suis curieux de ça. Ça me donne envie de rigoler parce qu'en fait, alors, vous m'avez dit que lorsque je parle de Monaco à Parme et de Parme à la Juventus. Ensuite. C'est ça. À chaque fois, à chaque adaptation. De la Juventus à Barcelone. Exactement. Ok. Mais en fait, il n'y a pas d'adversité, en fait. C'est une belle approche des choses. Non, mais c'est la réalité. D'accord. C'est la réalité. Je dirais que, tout d'abord, je pense que trop souvent, les parents ne racontent pas leur vie à leurs enfants. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui nous racontait en fait ces problématiques. Ma mère est partie de la Guadeloupe. Je suis resté avec mes frères et sœurs pendant 1 an. Mon grand frère avait 14-15 ans, moi j'avais 8 ans. Et ma mère est partie travailler à Paris. Et nous, on a vécu tout seul en Guadeloupe. Elle nous envoyait de l'argent par mois, parce que ma mère, aux Antilles, elle coupait la canne à sucre et elle faisait femme de ménage. Et donc, elle s'est dit, en fait, j'aspire à quelque chose de meilleur pour mes enfants. Donc, elle est partie. Ça, c'est de l'adversité. Ça, c'est du courage. D'accord. Après, elle nous a déménagé
dans la région parisienne. Donc ça veut dire qu'à 8-9 ans, j'arrive à Paris dans un autre monde, dans un autre univers. Et donc on s'adapte. Ça commence à être l'adversité, encore que je revis avec ma maman. Donc c'est pas vraiment de l'adversité. Et je pense que la grande majorité des gens qui partent, d'accord, en fait, ils se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils ont commencé à faire ça, après, le reste, c'est de la rigolade, en fait. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que C'est vous être conscient des vraies difficultés. Mais si vous dites à quelqu'un, ça a été dur de partir de Monaco à Parme. Ah, et quand t'es parti de Parme à la Juventus de Turin, ça a dû être compliqué. Non, mais là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous me rendez ma question ridicule alors. Non, elle n'est pas ridicule. Il y a un niveau d'adversité. Exactement. Je comprends ce que vous dites. Et c'est pour ça que je dis que dans la vie, en fait, selon ce que vous avez vécu, vous pouvez remettre les choses à leur juste place. D'accord. Je comprends. Et je pense que c'est très important, effectivement, de toujours remettre les choses à leur juste place. C'est très important. Parce que sinon, vous pouvez finir par voir des choses, en fait, qui sont lors de la normalité, de la vie. Par exemple, c'est ce que j'essaie de dire. Les échecs font partie de la vie. C'est la vie. Et c'est une façon de progresser. C'est-à-dire que je donne toujours cet exemple des enfants. Mais pour apprendre à marcher, en fait, il faut tomber. Ouais. Et sans vous relevant, bien sûr, que vous apprenez à marcher. Et donc, en fait, je pense qu'il faut faire très attention à, oui, lorsque on analyse les choses, prendre du recul et se dire que, en fait, les difficultés font partie de la vie. Et ce qu'on demande, c'est à quel point vous allez trouver une façon de vous adapter à ce qui est nouveau. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte que leur propre vie, en fait, les emmène à une adaptation beaucoup plus facile s'ils ont la bonne analyse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends très bien. J'ai la sensation, en vous écoutant, qu'on complexifie un petit peu trop la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle d'un footballeur, et j'en ai croisé beaucoup, à qui je leur demandais cette difficulté d'adaptation. Il rentrait dans le détail de ce qui était dur. Parfois, le fait de déménager, ou les enfants, ou l'adaptation au niveau sportif. Mais vous avez une approche différente. C'est ce que je comprends là, c'est que pour vous, déjà, le football, c'est un jeu. À partir du moment où c'est un jeu, je peux pas vous parler de difficulté, d'adversité. Non, parce que la réalité, c'est la quand vie est plus dure. Mais bien sûr, la vie est plus dure. C'est-à-dire que, quand vous êtes mère et que vous décidez de laisser vos 5 enfants seuls dans une maison et vous à partir à des milliers de kilomètres pour travailler, mettre de l'argent de côté pour aller les chercher, ça c'est difficile. D'accord. Ça c'est difficile. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et donc, je sais pas si vous vous attardez à parler avec vos parents et vos parents vous racontent leur vie par rapport à la vôtre, vous allez voir que ça c'est dur. Et donc moi je pense que, parce que aussi, il y a peut-être quelque chose qui est vraiment très ancré dans l'analyse que je peux avoir des choses, c'est que nous sommes dans une continuité historique. Nous sommes dans une continuité de famille aussi. Et donc, ce que ma mère, ce que mon grand-père, ce que mes ancêtres ont vécu, en fait, me dit que tout d'abord, il y a une posture à avoir, il y a des choses à défendre, il y a aussi des choses à faire pour améliorer le futur des générations futures. Et donc après, on relativise un peu ce que nous sommes et ce que nous vivons. Ça aide à relativiser. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Je vois avec admiration que vous avez le parcours que vous avez eu. Fait partie du fait que maintenant vous faites partie des légendes de ce sport et notamment du prochain jeu eSport FC qui va sortir. Mais vous avez vos 2 enfants, notamment, qui viennent soit de signer à la Juventus Turin, ce qu'on peut appeler un plutôt bon succès dans le monde du football, et un autre enfant qui est à l'Inter Milan, autre club prestigieux d'Italie. Quelle est l'arme principale que vous teniez à leur donner pour être performant dans ce monde-là? Est-ce que c'est ce recul-là que vous avez par rapport ce recul-là, mais c'est surtout aussi, c'est pas simplement, c'est pouvoir analyser les choses en fait. D'accord. Analyser les choses et surtout d'intégrer l'idée que se tromper, c'est pas grave. Il faut essayer
Et puis à chaque fois qu'on recommence, en fait, on oublie de dire qu'à chaque fois qu'on se trompe et qu'on recommence, on progresse un peu. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des grands rêves, ça c'est très important aussi. Et puis de se donner les moyens. Et pour se donner les moyens, c'est savoir qu'on ne peut pas y arriver seul, en fait. On n'arrive pas seul. Parce que très souvent, les gens, dans leur réussite, oublient qu'en fait, il y a plein de gens qui ont contribué à ça. Ben, bien sûr. Bien sûr. Et c'est très important de prendre conscience de cela. Bien sûr. Et puis, voilà, encore une fois, de prendre plaisir à faire ce qu'on aime. Voilà. Lilian, merci beaucoup. Ben, écoutez, ça a été un plaisir. C'est vrai? Ouais. Bah, ça en était un pour moi aussi. Merci beaucoup pour la franchise. Comme d'habitude, ça vous j'ai pas. Mais surtout pour voilà, j'ai vécu un moment privilégié avec vous. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que nos amis aussi. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres monsieur de cette représentation-là, voilà, de cette icône-là, de cette envergure-là. Parce que il faut pas exagérer quand même. Il exagère. Le mot du jour, c'est icône. Permettez-moi de bien terminer quand même. Voilà, ils me font en l'air tout mon travail. Mais bon, en tout cas, à bientôt pour un autre épisode de Call Interview. Prenez soin de vous. Ciao. Prenez soin de vous.